À l'époque, il n'y avait rien. Ouais, bah ouais. Il n'y avait ni où acheter les instruments, ni où apprendre l'instrument, ni Ou où répéter. jouer, ou répéter. Il n'y avait pas de salle de répète. On jouait hagdak les garages, et on se tapait les voisins. Moi, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre ce que vivait le pays ou l'explosion de la scène à l'époque. Non, c'est en lien direct. Toi, tu as toujours pensé que il y C'est avait un lien direct direct. parce que celui qui te dit non, que d'ailleurs, on était jeunes, Ouais. on avait entre 17 et 22 ans, هكذاك, 18, on dit 17, 18, 22 ans, et on vivait notre jeunesse. Et ce qui se passait dans le pays, ça nous révoltait. Donc, on voulait s'exprimer. C'était une manière de s'exprimer, de dire, même avec des fois, quand je chauffe les anciens interviews, ce qu'on disait, le mot, c'est s'exprimer. C'est-à-dire, c'était une façon de dire qu'on est là, qu'on existe, qu'on est jeune, c'est notre pays. Excuse-moi, Vas-y, parce vas-y, qu'en vas-y. plus, avec ce qui se passait, on nous demandait en quelque sorte à tous, toute la population, de faire profil bas. Faites pas de vagues, mais quand tu es ado et qu'on te dit, en fait, tu te mets entre parenthèses, tu te ranges toi-même dans un placard. Avec les hormones, les trucs, t'es coincé. Et si tu ne vis pas ta vie de jeune, quand tu es jeune, c'est fini après, c'est terminé. À l'époque, نحكيك une anecdote. Le groupe اللي كنت حاب نسميه فيس بريم تما كنت عباك شغل عبسه شغل à 17 ans هكذاك je voulais former un groupe اسمه فيس بريم شغل تاع allez vous faire foutre راك شايف شغل تاع راني هنا كاين فيس شغل tellement on était des vrais, on était des rebelles ما كاش. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 19. Cette semaine, émission Metal Machine Music, décennie noire et héritage. Nous sommes les hommes qui marchons seuls et lorsque nous arpentons une route sombre la nuit ou lors d'une promenade au parc, quand la lumière se fait obscurité, on se sent parfois un peu étrange. La peur du noir, cette peur constante que quelque chose soit près de nous. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres, et donc vous l'aurez peut-être compris via cette francisation hasardeuse de Fear of the Dark de Iron Maiden. Donc nous parlerons ce soir donc de metal, de musique metal, à l'occasion de notre vision du documentaire 118 Télémli réalisé par Bilal Begora, qui est notre invité ce soir. Bilal, bonsoir. Bonjour, les kids. Merci d'être avec nous pour donc répondre à nos questions multiples et variées. Et donc évidemment, autour de moi, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Florey. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Qui est également la mise en son de cette émission, qui a replongé ses doigts dans la technique. Et ça va s'entendre. Et ça va s'entendre, il y aura des pains comme on dit. Mais non, nous te faisons confiance. Et pour nous accompagner également, il y a Héloïse Descartes. Héloïse, bonjour. Bonsoir, merci de m'avoir accepté, ravi de me taper un cruste. Héloïse qui est chargée de rédaction ici donc à Syllab, et c'est elle qui nous a proposé justement de parler du film de Bilal que nous avons donc découvert avec le choix. Donc merci beaucoup Héloïse. Vous me remercierez après. Hein. Voilà. Attendez un peu. Donc on reprendra le cours normal de nos opérations la semaine prochaine avec des agendas, tout ça, puis des bons mots bien sentis, hein, parce que là nous avons un gros programme. Mais donc avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que ce dimanche 19 janvier à 20h15, dans le cadre des
films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Nous avons la joie, le plaisir et la tristesse car nos cœurs vont encore saigner de bonheur devant ce film merveilleux. Donc nous vous proposons Pas d'y arrêter, Billy the Kid de Sam Peckinpah, un de ses meilleurs chefs-d'œuvre. À mon sens, moi c'est mon préféré en tout cas, mais c'est vrai que parce que tu es sensible. Oui, mais c'est vrai que c'est un monument de tristesse contemporaine. C'est formidable, le plus grand western du monde, le plus grand film du monde, c'est merveilleux. Ah oui. La mort de Slim Pickens. Bref, on a très très hâte de revoir ça en salle. De toute façon, si on pouvait passer tous les films de Peckinpah. On va être pas mal, non? Ouais, c'est le troisième quand même. Ouais, troisième. Et après La Horde Sauvage et puis Croix de Fer pour notre anniversaire l'année dernière, effectivement. Des grands films. Exactement, que des grands films. Mais Osterman Weekend, c'est pas mal. J'ai revu l'année dernière, c'est plutôt cool. Mais c'est super. Même le convoi, tout ça. Mais oui. Et Tireurs d'élite. Tout est bien. Avec James Caan qui se bat même contre ces les films ninjas. Commerciaux sont très bien. Tout est bien chez Sam oui. Peckinpah. Quel talent. Il était trop fort. Bref, donc, section critique de l'émission. Donc, nous parlons ce soir du documentaire 118 Télémli de Bilal Le Bégoura, donc film de 52 minutes, qui nous raconte une histoire de la musique métal en Algérie dans les années 90 et le début des années 2000, donc ce qu'on a appelé la décennie noire. On va essayer de remettre un peu de contexte parce que c'est pas que l'histoire donc de l'Algérie n'est pas racontée en France, mais pas vraiment, à part vaguement quelques événements qui ont eu lieu dans les années 60. Tout ça, c'est assez obscur pour nous, hein, tout ça, un peu revanchard, c'est pour ça. Donc tu me corriges, hein, Bilal, si je raconte des conneries. Donc la décennie noire, c'est ce qu'on appelle en gros la période qui court de 1992 à 2002 à peu près, une période de guerre civile entre les forces du gouvernement, donc l'armée nationale donc populaire contre différents groupes armés islamiques, notamment donc le Front islamique du Salut, à la suite d'élections en 1992 que le gouvernement avait annulées parce que les islamistes allaient gagner, donc ils se sont dit hop, nique sa mère, ça va pas se passer comme ça. Donc, bordel, bazar, guerre à peu près entre 100 et puis 200 000 morts. Dans ces cas-là, c'est jamais vraiment sûr, et des milliers de disparus. Et effectivement, évidemment, des événements dramatiques qui ont largement impacté, entre autres, la création culturelle donc en Algérie, et notamment là, on va donc parler de la scène métal. Voilà, et donc de comment est-ce que justement cette musique qui a émergé dans le nord de l'Europe, principalement en tout cas pour ce qui est le métal extrême, le death et le black dans les pays du nord, les pays de Scandinavie, on va dire au mi-temps des années 80. Oui, c'est ça. Même s'il y avait des prémices avant, on va pas refaire toute l'histoire du métal sur le trash et compagnie et comment c'est venu, les héritiers du punk. Non, on va pas refaire l'histoire de la musique métal. Dans tous les cas, pour les néophytes, il y a un documentaire, somme toute assez didactique, mais très intéressant, qui s'appelle Voyage au cœur de la bête. Métal, Voyage au cœur de la bête. Voilà, qui est donc c'est un travail universitaire, hein, parce que le réalisateur dès l'introduction l'énonce comme tel, mais c'est un documentaire qui permet de rentrer dans pour les néophytes, qui permet de rentrer dans le avec quelques séquences qui sont devenues cultes, notamment avec Gale de Gorgoroth, avec les ennuis de Mayhem. Et puis avec ces idiots de Mayhem. Ah ouais. C'est clairement pas des prix Nobel. Non, mais voilà, on va pas refaire, mais bon, voilà, tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que le métal est né avec Bach. Exactement. Et donc voilà comment est-ce que ça a essaimé après, donc comment est-ce que c'est arrivé donc dans le reste de l'Occident et aussi donc dans les pays du Maghreb où il y a eu quand même une scène assez importante, mais qui évidemment a mis énormément de temps à venir jusque chez nous pour des raisons diverses et variées, comme par exemple le racisme. On va du coup tout de suite s'écouter, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit extrait de ton film, Bilal, suivi d'un petit morceau tout à fait charmant. En janvier 92, l'État a annulé le second tour des législatives. Les partisans du fils en répliquaient par la violence. Les attentats et exactions ciblaient de plus en plus de civils. Et ça se rapprochait de nous. Au même moment, les paraboles se déployaient dans le ciel d'Alger. Un jour sur MTV, You Could Be Mine des Guns tiré de la BO de Terminator 2 a débarqué. Ce titre a complètement changé ma vie.
Arnold y dégommait du T-1000 pour sauver une mère et son fils. Ça me parlait. Quand j'écoutais ça à fond dans mon Walkman, j'avais l'impression que rien ne pouvait m'atteindre. Mais notre réalité faisait peur. Je me souviens que mes parents planquaient des couteaux derrière un radiateur pour nous protéger. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de 118 Télémli, suivi par Corrosion of Conformity avec le titre Wise Blood, que je crois on n'entend pas dans ton film, mais dont on voit la pochette, et il y a une petite discussion sur comment est-ce que ce disque a été récupéré. Donc nous sommes en compagnie de Belal Begoura, réalisateur de 118 Télémli, donc pour parler de son film autour de la scène métal en Algérie dans les années 90-2000. Alors Belal, tout simplement pour commencer, d'où vient l'idée de ce film et comment est-ce que un peu la prod s'est mis justement en branle pour réussir à monter ce projet sur un sujet a priori, en tout cas en France, pas super vendeur? Bah écoute, au début c'était... je voulais faire un documentaire un peu carré, de base, sur l'histoire de la scène métal parce que j'en viens. Et je voulais parler d'Algérie parce que quand on arrivait en France, je me suis rendu compte que les gens, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, ils ne connaissaient rien de l'histoire de l'Algérie. Surtout celle-là des années 90. Et moi, elle est intimement liée à la découverte du métal, comme la plupart de mes potes à l'époque. On n'avait pas grand-chose à faire. On s'ennuyait beaucoup, couvre-feu 20h. Alors, et on n'avait que ça comme exutoire. Et bon, j'ai fait des études de cinéma, il fallait que je fasse un film un jour de ma vie avant de crever. Payer mon dû au 7e art. Et j'ai repensé vous vous rappelez du bouquin de Peter Biskin, Nouvelle Hollywood. À un moment, il y a, je sais pas, Scorsese qui parle de Egmanoujian, son prof à NYU, il leur a dit tournez sur ce que vous connaissez. Et je dis, moi je connais le métal et je connais l'Algérie, mes potes, donc allons faire ça. Et donc j'ai commencé à écrire un peu dans mon coin, tout seul. Et j'avais tourné un peu, on va dire un brouillon. En 2018, j'ai fait plusieurs interviews de mes potes et tout ça, pour avoir du matériel. Et j'ai monté une petite bande-annonce que j'avais mise sur Facebook, alors que j'ai pas de réseau social en fait. C'est un pote qui l'a mis sur Facebook et c'était un producteur algérien qui l'a vu. Il m'a contacté, il m'a dit moi je suis chaud pour faire le film avec toi. Donc on a repris l'écriture, monté des dossiers CNC, trouvé une boîte de production en France parce que le CNC ne donne de l'argent qu'à des productions françaises. Donc là, c'était une prod qui s'appelle Cocotte Minute, qui est basée dans le Rhône, je crois à Valence. En drone. Pas grand-chose. Hein. Et donc on a déposé le dossier au CNC, on a eu l'aide à l'écriture en 2018. Donc l'histoire commence comme un film de Mokiewicz. Je reçois la lettre fin février 2020. J'ouvre, je suis content, on a reçu 4 000 €, ouais. Et une semaine après, c'était Covid. Donc pendant 2 ans, c'était un peu... T'avais le temps de l'écrire comme ça. Ah oui, j'ai chialé. Et ensuite, donc, on a eu l'aide au développement aussi, de 14 000 €. Et avec ces petits sous, on a constitué une équipe à Alger de 5 personnes. Et je suis allé tourner en juillet 2022. Sauf que l'écriture a vachement changé parce que début 2022, mon père décède. Et le film a complètement basculé dans un truc beaucoup plus personnel. Et ça, c'est grâce à Karim Bengana, qui est le co-auteur et producteur du film, qui m'a dit c'est le côté intime qui va plus parler, hein, au lieu de faire un truc un peu lambda. Là, on va suivre ton parcours à toi. Et de trouver un angle personnel pour parler. Un angle beaucoup plus personnel. Un sujet plus large. C'est très difficile de parler de soi, en fait. Je sais pas, c'est pénible. Et c'était Philippe Roth qui disait que l'écriture était l'absence de pudeur, sauf que lui, il a un Pulitzer, moi j'ai eu des ulcères. Et donc, c'était très 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 compliqué parce que forcément, la mort de mon père a complètement impacté le film. Et en creusant un petit peu, je me suis dit, mais d'où ça vient en fait? Ma passion pour le cinéma en fait venait beaucoup de lui, parce que vous parliez de Ça me pékine pas et tout ça, mais moi c'était avec lui que je regardais ça. Il m'avait emmené en 85 voir un inspecteur Harry, dans un cinéma pourri à Alger avec un pote à lui, ça fumait dedans et tout ça. Moi, tout content, je ressors, j'ai 5 ans, je dis à ma mère, purée, on a vu un film. Et ma mère, elle me fait, tu l'emmenais voir quoi? Mes parents militants communistes. Il s'est pris une soufflante par la madrée, et lui, il était content. Il fait, ah putain, j'ai emmené le gosse voir un inspecteur Harry.
Enfin bref, donc du coup, je digresse, mais voilà, la mort de mon père a vraiment impacté le film, et c'est devenu une espèce de... C'est pas une espèce de quête un peu... D'introspection. Oui, voilà. Disons un peu à la Five Easy Pieces de Barbara Felson. J'avais beaucoup ce film en tête, en fait, parce que j'aime beaucoup le cinéma des années 70, comme vous, je pense, des cinémas un peu d'errance et tout, il n'y a pas de but. Et je voulais pas tomber aussi dans un cliché où on se victimise, non. On était juste des ados, je pense, comme tous les ados du monde entier, ce qu'il disait Arpin tout à l'heure. Je sais pas, dans les années 90, Nirvana, c'était des trucs qui cartonnaient, les Guns, c'était pas Taylor Swift, mais c'était ça qui marchait le plus. Donc via les paraboles, nous on commençait à voir les émissions d'MTV ou Best of Trash sur M6 le jeudi soir, juste avant les jeudis de l'angoisse, c'était super. Ah oui. Et donc voilà. Bon, après, ça reste un premier film, c'était très compliqué de monter même un petit financement pour le faire. En Algérie, ça s'est plutôt bien passé parce que il faut déposer des autorisations au ministère de la Culture où il y a 16 moustachus qui statuent sur le truc. Ils savaient très bien de quoi ça parlait parce qu'en général, on pense que si on aborde cette période, l'Algérie va faire « Oh là, purée, censure et tout ça ». Mais écoute, on a tourné, on avait des autorisations. Les flics sortaient de nulle part des fois dans la rue, autorisation. Ils nous accompagnaient, ça s'est très bien passé. Parce qu'effectivement, on voit ça dans ton doc sur l'arrivée vraiment des musiques extrêmes, entre guillemets, en Algérie. Donc, comme beaucoup, ça s'est fait par MTV au début des années 90, qui, même en France, puis dans le reste de l'Europe, prend vraiment le pas avec une nouvelle esthétique et de nouvelles musiques, de nouveaux groupes qui arrivent. Donc, justement, tout le côté... nouveau glam avec les Guns, des mecs qui portent des chiffons, qui ont des voix ou perchées et tout ça, et qui prennent vraiment un impact, qui sont aussi à la fois dans le cinéma mainstream comme Maximum Overdrive de King avec les musiques d'ACDC, dans Last Action Hero, dans le Terminator 2 et les goûts de gros bourrins de James Cameron. Parce que ce qui est intéressant, c'est que cette décennie des années 90 en termes de musique extrême, alors autant la musique scandinave, je pense, arrive un poil plus tard, sauf pour vraiment les... Parce que c'est moins commercial. Vraiment pour les initiés, mais... Disons que Burzum, c'est moins vendeur. Non, mais... Tu vois, Darkthrone, moi j'ai connu beaucoup plus tard. Tu n'avais pas t'avais pas il n'y avait pas les CD, même en France. Enfin, c'était vraiment une niche de chez niche. Mais disons que dans les années 90, tu as la fin de ce post-glam. Bon, tu as ACDC avec Illusion 1 et 2 là, qui cartonnent. Terminator 2 qui est convoqué bien entendu dans le film, et puis tu as l'arrivée du trash, tu as la BRA qui arrive, tu as Slayer qui commence à faire péter les watts, tu as Machine Head, Sepultura, enfin tu vois, Chaos AD. Metallica est au top de son game. Ouais. Metallica sort le Diego en 92. Voilà, et puis Metallica sort le Black Album, tu as Nirvana et toute la vague grunge de Seattle. Qui est dans le coin aussi. Mais moi ce que je trouve hyper intéressant dans ton film, c'est justement que cette bascule, parce que est-ce que finalement, est-ce que le film a beaucoup d'intérêt justement parce que tu as discrécé, tu parles bien entendu du métal algérien, enfin, ou de la scène alternative algérienne, mais surtout tu parles de toi. Alors certes, c'est hyper balèze, enfin, ça je te l'accorde, et puis, mais c'est ce qui rend le film très beau, c'est que tu donnes respect, tu payes un respect à ton père, clairement. D'ailleurs, le film lui est dédié. Il y a beaucoup je trouve, de cadres où même quand tu parles avec ta mère, où ça regarde par la fenêtre, il y a toujours la fenêtre. Donc, comme s'il y avait un espèce de fantôme qui s'est passé, pas qui vous surveillait, mais qui était là, une espèce de bienveillance. Et en même temps, tu as la bienveillance de cette musique métal, parce que tu fais le film, donc voilà, production, tu disais, idée 2018, puis après le temps que ça se mette en branle, donc voilà, 2025. Mais est-ce que sans cette histoire de ton père, est-ce que tu aurais continué le film si tu n'avais parlé que de la période métal algérienne, ou est-ce que ça aurait été un film peut-être un peu trop, pas timoré, mais peut-être limité? Je pense qu'il aurait été limité. Mais parce que certes la scène existe, mais oui. Est-elle pas un petit peu pour faire un très beau documentaire comme tu l'as fait, qui est plus finalement un portrait ou des portraits? Est-ce que voilà, peut-être que ça gagne en force du coup finalement? Je pense que ça gagne en force. Alors je sais pas s'il a fait son coup comme ça, mais merci le vieux, mais c'était vraiment
une vraie bascule. Enfin, je pense le décès d'un parent, c'est pas anodin. Non, et j'étais là, et comme tu dis, en fait, c'était très marrant, parce qu'en tournant, il y avait... j'aime pas ces trucs-là avec l'esprit, mais c'était un peu ça, comme tu l'évoques. J'avais l'impression qu'il était toujours là. Et en fait, en perdant mon père, je me suis dit, merde, c'est la première fois que je suis en Algérie sans lui. C'est très étrange, du coup, mais maintenant, mais c'est toi l'homme, du coup, réapproprie-toi ton pays sans le guide. Parce que lui, il connaissait tous les coins fourrés, toutes les histoires, toute la journée. Comme au début, là, quand il raconte une gargote, maintenant, il dit c'était le meilleur disquaire d'Algérie. Donc moi, ça me replongeait. Je fais putain, quand il était jeune, il devait traîner là avec sa gouffa et c'est pas de def pour acheter des disques de Black Sabbath et les Zeppelin. Mais je pense que ça aurait été un truc, sans la mort de mon père, un truc beaucoup moins personnel. Et ça aurait perdu de l'intérêt. Parce qu'en fait, le but, c'était de raconter mon histoire. Enfin, on est des gens lambda, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert que nous en Algérie. Mais d'avoir l'histoire de l'Algérie des années 90, mon histoire personnelle et l'histoire du métal. Donc 3 histoires en parallèle, c'était dur de trouver le bon dosage des deux. Donc je ne sais pas si j'ai réussi tout ou ça, pas. Qui soit dosé, ouais. Et comme vous l'avez vu dans le film, j'essaye un peu les thématiques, c'était est-ce que parce que l'Algérie traversait une période chaotique, que nous, ados, on avait besoin d'un refuge et c'était le métal ou c'était juste un pur hasard, quoi. Juste l'envie musicale, comme tous les jeunes qui sont en recherche de leur identité. Après, le hasard fait bien les choses parce qu'il y a un nœud, les années 90, il y a une telle richesse culturelle en termes de scène métal. La fin de l'histoire qui arrive, tout ça, la fin du siècle. En termes de métal, c'est quand même une décennie qui est proprement hallucinante. Oui. Vraiment, tu as le contexte sociopolitique algérien qui est dingue, lui aussi. Et puis après, toi, tu es ado, donc forcément, quand tu es ado, tu as des expériences de vie qui sont complètement dingues. Donc je pense qu'il y a vraiment un point de ralliement à ce niveau-là. Mais au-delà, enfin, pour aller plus loin dans ma question, c'était par rapport au... Donc il y a beaucoup de scènes intimes, on te voit même toi-même avec la caméra au point, comme une espèce de journal où ton coréal Karim là te filme en train de filmer, donc une espèce de mise en abîme, ça fait très journal intime. J'aime beaucoup ça. Ah bah oui. C'est un cavalier. Mais et en même temps, tu montes ça en parallèle avec des images d'archives qui sont folles de concerts, enfin de soirées. T'as l'impression même de... Les concerts, c'était l'après-midi, parce que le soir, couvre-feu. Dans des hangars et compagnie. Et est-ce que ça rappelle des souvenirs. Mais est-ce que ces images d'archives-là existent, ou est-ce qu'elles sont somme toute limitées, ou est-ce qu'elles sont restreintes, ou est-ce qu'il y a eu parce que tu documentes en fait cette période-là, mais est-ce qu'il existe d'autres choses dans tes recherches, dans ce que tu as pu faire? Est-ce que ton film... Est-ce qu'il y a un hors-champ en fait dans ton film par rapport à ces fêtes, ces soirées, ces concerts? Parce que on voit, donc il y a un festival aussi, il y a la reprise de Pantera. Oui, parce qui est horrible. Mais en fait, du coup, parce que est-ce que le matériel existe ou est-ce que tu as dû composer avec un matériel restreint? Non, c'était un matériel restreint. Parce qu'il y a eu récemment une interview assez complaisante et putassière entre le dernier prix Goncourt, Kamel Daoud et Laïla Slimani, où il parle de la décennie noire en disant que c'était la meilleure période parce qu'on pouvait faire la fête, c'était vraiment super cool, c'était la liberté. Là, t'as vraiment envie de leur dire d'aller se faire offrir le cul parce que c'est vraiment indécent, quoi. Et donc, sur toute cette période, mais comme il y avait au même moment à Sarajevo pendant le siège, où il y avait une vie qui, du coup, était hyper vive parce qu'ils pensaient que probablement, genre le lendemain, ils allaient se faire fumer. Donc, il y avait forcément une création qui est différente, mais c'est assez indécent de parler de période de liberté pour la culture. Je trouve ça indécent. Sûr, mais je pense que quand une société est en prise avec ce genre de problème, de terrorisme, et un beau jour, en fait, tout le monde se dit, comme tu dis, fuck it, de toute façon, peut-être demain, je serai plus là. Donc, je me rappelle d'un truc, alors, le rail, c'est la musique la plus populaire là-bas, pour les jeunes et tout ça. Il y avait un concert en 94, dans le stade s'appelle le stade du 5 juillet, le plus grand stade d'Alger. Il y avait genre 50 000 personnes pendant un gros festival de rail où il y avait Hasni, donc un chanteur de rail qui s'est fait fumer par les islamistes en 94. Donc il y avait nous, métalleux, il y avait une petite scène hip-hop aussi, mais les gens, ils allaient au concert, quoi. Alors que les attentats étaient quotidiens.
Le truc, c'est que moi, mon histoire, ma mère était militante communiste, elle écrivait dans un journal qui s'appelle Alger Républicain, fondé par Henri Alleg. Et les communistes étaient les gars les premiers chassés par les islamistes. Normal. Donc, nous, on vivait avec cette espèce de... Donc, on était petits, enfin, j'avais 12 ans, on vivait avec cette espèce de peur, tu vois, on devinait, tu vois, les parents, ils rentraient tous les jours avec une gueule de 3 km parce que tous les jours, on assassinait un de leurs potes. Et ma mère était clairement sur une liste. Et un jour, on a dû foutre le camp en 4e vitesse parce qu'ils sont venus chez nous, on n'était pas là. Donc, ouais, pendant des années, par exemple, mes potes de lycée, je leur disais pas que ma mère était journaliste. Ah oui. Parce que ça fait une cible privilégiée. Toujours, tu dis rien. Et on a changé, je pense. On a déménagé entre 92 et 97, l'année où on est arrivé en France, genre 7 fois. Tous les ans, on changeait d'appartement. Donc oui, c'était pas très cool, mais le fait de trouver cette bande de potes autour du métal, c'était vraiment pas une échappatoire, parce qu'on le voit, nous, 30 ans après, on se revoit, ils ont des gosses et tout ça, et le premier truc qu'on dit, c'est « T'as écouté quoi dernièrement ?» Complètement con. Héloïse Pierron. Ouais, en parlant de cet échappatoire, on a pu évoquer ça hors antenne, mais de cette volonté de rébellion adolescente et en parlant de ce contexte avec beaucoup d'attentats terroristes, etc. Moi, je me suis demandé, en voyant ton film, je suis revenue à la base du black metal, qui est quand même très anti-chrétien, avec une imagerie sataniste très développée. On sait les églises brûlées en Norvège, dans les années 90. Et du coup, je me suis demandé si c'était aussi un truc en Algérie, dans le milieu black metal, avec du coup la religion musulmane, ou si c'était pas du tout dans cette optique-là. J'imagine qu'il y avait quand même cette imagerie sataniste, peut-être même pas. Non, en fait le black metal, déjà en Algérie, c'est arrivé là-bas. Pardon ? Vous n'avez pas brûlé des mosquées là-bas? Parce que je disais, brûler des mosquées, c'est pas en bois, avec un briquet, c'est un peu moyen. Eh oui. Mais comme j'expliquais à Louise hier, l'islam est religion d'État en Algérie. Donc à la loi, t'interdit de te foutre de la gueule de la religion, sinon tu ventole, quoi. Mais il n'y avait pas cette imagerie. D'abord, en fait, le métal est arrivé en Algérie par les petits bourges. Parce qu'eux pouvaient voyager. Eux avaient la thune. Déjà, les visas, je pense qu'ils en accordaient à l'époque 2 par an. Allez, Macron. Et le truc le plus étrange, c'est que l'imagerie du métal, enfin du black metal, c'était pas très black metal en Algérie. C'était le death et le death technique. Donc t'es ultra fan de death, Carcass, Théiste, en fait tous les groupes de Tampa des débuts des années 90. Mais quand on commençait à porter des t-shirts de dissection et tout ça, ça commençait à devenir chelou. C'est dans la rue, les amis barbus, ils te regardaient un peu étrange. Mais on n'a jamais eu vraiment de soucis, tu vois, il n'y a jamais eu d'attentats contre des concerts et tout ça. Mais pour revenir à ta question, on n'a jamais... c'est-à-dire, on n'était pas dans la même optique que les Norvégiens. Les paroles étaient plutôt, par exemple, très imagées, parce qu'ils parlaient du quotidien de cette jeunesse-là, mais avec des images, parce qu'ils racontaient, en fait, ce qu'on vivait, tu vois. Et... bon, maintenant, j'ai la croix inversée de dissection tatouée, c'est un peu moyen, mais je suis sataniste de gauche. Il y en a des biens. Il y en a des biens, ouais. Mais non, vraiment, c'était pas une rébellion contre la religion, parce qu'elle est très présente. Et même si, par exemple, il peut y avoir des gars pas croyants, mais leur mère, leur père, oui, ça veut dire que tu te fous ouvertement des croyances de tes proches. Donc... je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce n'était pas vraiment un but de se rebeller contre l'islam. C'était... déjà qu'on pouvait faire ça, c'était déjà pas mal. Pas se foutre encore plus dans la merde, parce que soit tu as l'islamiste plus le gouvernement sur le dos. Toi, tu as 15 ans, c'est moyen. Erwan. Ouais, alors moi c'est ce qui m'a... Un des aspects que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est justement cette espèce le fait que le métal, en fait, en fonction de là où on l'écoute, il n'a pas forcément le même sens, parce qu'en fait, le Guns N' Roses,
bon, on est quand même dans Guns N' Roses, on est quand même ce que j'appellerais du métal capitaliste, c'est-à-dire c'est des grosses machineries, c'est des grosses machineries ricaines. Oui, c'est pas des camarades voilà. les Guns. Hein. MTV, voilà, c'est pas non plus forcément, voilà, c'est pas très gauchiste comme voilà, c'est très consumériste, etc., etc. Et je trouve ça vachement intéressant de voir comment est-ce que finalement tu peux récupérer quelque chose qui est hyper capitaliste ou avec un esprit à la base hyper capitaliste, même si c'est probablement un peu inconscient de la part des musiciens. Non, mais c'est américain, quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, et comment tu récupères ça pour en faire quelque chose finalement qui est subversif sans forcément que vous soyez en train de vous dire qu'est-ce qu'on est subversif. Et d'ailleurs moi je me suis posé une question, c'est mais du coup tes parents ils voyaient ça comment? Parce qu'en fait le truc c'est que quand t'es ado t'écoutes du métal, t'écoutes du hip-hop dans les années 90, enfin tu passais pour un voyou quoi, enfin je veux dire tu passais pour un vilain pas beau. Alors aujourd'hui maintenant tu veux dire que t'étais un voyou à Quimperlé? À Quimper au lycée, ceux qui écoutaient du hip-hop et ceux qui écoutaient du métal finissaient toujours par se retrouver finalement ensemble. D'une part parce que ceux qui écoutaient du hip-hop, c'était les 2-3 rebeux, les 2-3 renois qu'il y avait dans le lycée. Donc les mecs, ils étaient pas en majorité. Donc assez vite, tu formais une petite communauté. Et puis tu avais les métalleux qui étaient avec leur cuir et leur patch et qui passaient pour des guignols. Donc ces gens-là finissaient par échanger, en fait, tu finissais par échanger de la musique. Et donc et alors les parents, quand tu leur disais ça, tu leur faisais écouter, moi mes parents, je leur faisais écouter des trucs, mes parents ils écoutaient de la pop, tu vois, des machins, enfin, ils comprenaient absolument rien. Et je me suis demandé, tes parents communistes, dont j'imagine quand même qu'ils étaient quand même qu'ils étaient quand même militants et engagés, comment est-ce qu'ils vivaient est-ce que toi tu leur disais déjà clairement, est-ce que tu étais clair avec eux sur ce que tu faisais de tes après-midi quand tu écoutais? Ah oui, ça se voyait. Hein, voilà, putain, voilà, et comment est-ce qu'ils recevaient ça, et ton père notamment, comment est-ce qu'il recevait ça? Mon père c'était un amateur de rock, donc ça allait. Ma mère était une grande fan de musique, donc du coup ça la choquait pas trop. C'est en arrivant en France qu'elle commençait à dire purée, ça me fait flipper ces histoires de Satan et tout ça. Et ils avaient pas peur en Algérie qu'il t'arrive des trucs? Au contraire, ils trouvaient ça, et c'est aussi valable pour les parents de mes proches amis. Et ils étaient plutôt contents. Mes potes donc de Word qui ont monté un groupe, ils répétaient dans la chambre du batteur. Avec la maman à côté, elle était contente, elle, que nous soyons dans un endroit safe, en faisant du bruit, qu'à être dehors et sans savoir ce qui pouvait se passer. Mais prendre de la drogue. Prendre de la drogue, pas bien. Éventuellement. La drogue, c'est mal. La drogue, c'est très mal. Oui, mais c'est vrai. Sauf l'Emi, il a dit sauf le speed, c'est bien, mais la drogue, c'est mal. C'est vrai qu'il y a une douceur, en fait, à chaque fois quand tu parles avec ta mère, quand tu parles avec tes potes, ou quand tes potes, en fait, convoquent les souvenirs, tu sens jamais tu sens il y a une douceur, c'est voilà, c'est le être ensemble, c'est bien vu, c'est s'amuser, le vivre ensemble, oui, voilà. Non mais tu sens le son pop rock. Oui. Non, c'est RTL juste le vivre ensemble. Oui, voilà. Mais tu sens il y a une douceur, voire une empathie en fait, où tu as l'impression que voilà, j'ai l'impression que vous êtes adoubé par l'ancienne génération, la génération de tes parents. Mais et à la fin du film, ce qui est très beau, c'est que c'est comme si tu adoubais en fait les enfants de ton frère. Il y a quelque chose de, il y a une transmission de génération en génération. Alors je sais pas ce qu'il en est de la scène maintenant rock et métal en Algérie actuellement, ou est-ce que le métal en fait est en perdition. En fait, maintenant les jeunes ils écoutent plus trop ça, mais il y a quand même il y a le sens de la transmission qui irrigue un petit peu ton film. Et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant en Algérie, si tu as eu 2-3 échos? Alors, j'ai tourné des scènes avec, on va dire, la nouvelle génération de métalleux, mais ça rentrait pas trop dans le film. Mais je voulais quand même les évoquer parce que je pense c'était entre 2006 et 2018, puis il y avait pratiquement 10 ans où ça s'est cassé la gueule par rapport à le paradoxe que nous vivions dans les années 90, genre c'était la merde. Et il y avait une scène florissante. Ensuite, quand ça s'est tassé, pendant les 20 ans de bouteflikisme, ça s'est pété la gueule, quoi. Les gamins, ma génération, il y en a beaucoup qui sont partis, ils sont mariés, ils ont arrêté de faire de la musique et tout ça, parce que t'en vis pas. Hein. Déjà, ici, t'en vis pas, en Algérie. Et les gamins ont commencé à écouter d'autres choses, de l'électro, je pense comme tous les jeunes, et puis il y a eu Internet. Nous, on n'avait pas Internet. Du coup, comme je disais tout à l'heure, on était contents. On savait pas ce qui allait arriver. Donc un pote allait dans un lycée de Bourges, il récupérait des cassettes, ce qui rentrait. Et puis ça faisait le tour de tout Alger. Et c'est à partir de 2018, c'est un petit peu repris. Du coup, moi j'étais très content. Je suis allé faire un festival, je filme un petit bout. Métal Algérie. Ouais, exactement. Ouais. Et j'ai fait c'est qui ces jeunes? D'où ils sortent? C'est fascinant quoi, de voir ça. Et pourquoi vous écoutez ça? Pourquoi ils écoutent ça?
Franchement, pourquoi ça revient? Mais je sais pas. Franchement, c'est un vrai mystère. Et pourquoi on écoute toujours ça, nous? Parce qu'on est cons. C'est trop bien. C'était comment dire? Nous, on n'avait pas de modèle. Il n'y avait pas des vieux métalleux là quand on va à des concerts. Là, tu vas voir des gars de 60, 65 ans qui étaient là au premier Black Sabbath. Avec il y a toujours des darons. Mais nous, on n'avait pas de modèle. Quand nous étions ados, il n'y avait pas de vieux métalleux algériens de 50 ans. Et je disais à mes potes, en fait, c'était nous, maintenant. Enfin, les gamins, quand ils nous voient au concert à Alger, c'est nous les darons. Et cette histoire de transmission est cool. Du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait, putain, il y a encore une scène, il y a encore des groupes. Il y a des gars de 20 ans qui montent des groupes et c'est plutôt cool. Et ils ont plus de facilité parce que, d'abord, l'accès à la musique. Comme je te disais, nous, à la fin, avec 4 albums qui rentraient par an et ça faisait le tour de... Ouais. Oui, c'est comme pour les films, le piratage des cassettes, le piratage des films, les copies de copies dégueulasses. Il y a l'anecdote qui est hyper rigolote quand que vous allez choper l'exemplaire de Eaten Back to Life. C'est le père de famille. De Cannibal et tu fais improbable, tu arrives chez un père de famille et tout. Oui, c'est bon, venez les gars et tout. Les dealers de c'est incroyable. Après, ce qui est... Là, tu dis que du coup, t'as filmé un petit peu les petits jeunes, alors qu'à un moment, tu reviens. C'est peut-être la plus belle scène du film. Où Merci. Tu reviens, je le dis vraiment avec sincérité, tu reviens avec ton pote dans le grillage, dans un lieu de concert, et en fait, il n'y a plus rien. Ouais. C'est une espèce de carrière totalement désaffectée. Ouais. Et tu pourrais dire, bon, ben voilà, l'époque, elle est passée, nous, maintenant, on est vieux, on se daronise. Bon, ben voilà, c'était la parenthèse enchantée. Et au final, après, tu vas, et comme tu le dis, tu montes le festival Metal Algérie, tu fais ah bon, il y a un futur qui est encore possible. C'est ça qui est très beau, c'est qu'en même temps, ton film, vu que c'est un hommage à ton père, donc il y a quand même une trace grise, mélancolique, et en même temps, il y a le futur qui est là, donc ça reste un film optimiste. Donc je trouve que la balance à ce niveau-là est très bien équilibrée. Mais je trouve que l'exercice, en fait, est ultra périlleux. C'est casse-gueule. Ultra périlleux, je trouve que tu en es hyper bien tiré. Je sais pas trop, j'ai pas assez de recul dessus parce que quand tu fais un truc, c'est vachement de mal. C'est trop frais. Parce que comment t'as fait le montage du coup? Comment ça c'est le processus de montage? Un enfer. Ouais. Je suis retourné à Alger en 2023, en mai 2023. J'ai passé 2 mois avec un jeune monteur. C'était compliqué. Parce que le film aussi, quand par exemple on tourne une scène avec mes potes là où ça dure 4 heures, on va trouver une trame là-dedans. Là, on s'est pas vu depuis 10 ans pour certains. C'est ça, tu dis des potes qui parlent. C'est l'enfer le truc. Tu sais combien t'as d'heures de rush ou pas? 3 purées, je crois. Non, même pas, je sais pas, une vingtaine d'heures de rush. Ouais. Genre la scène avec ma mère par exemple, elle aurait duré 5 heures. Et j'ai dû garder 10 minutes. On va refaire une petite pause musicale pour se réveiller dans une vie de misère. Après le concert, j'avais fait le trajet jusqu'au Télémli avec 2 potes. L'atmosphère avant le couvre-feu était très pesante. Je suppose que l'inconscience et l'excitation nous servaient de bouclier contre la peur. On ressemblait à des héros d'Hubert Selby Jr. drogués au métal. Une addiction salvatrice pour des gamins au bord de l'implosion. C'est à cette époque que mon groupe de potes s'est constitué. L'ennui, l'incertitude et l'envie de tout péter étaient notre quotidien. On se retrouvait ici tous les jours, au 118 boulevard du Télémli. Assis sur ces barreaux, protégés par la masse de béton de l'immeuble L'Aérohabitat, on parlait de musique en s'échangeant des cassettes. On rêvait de monter un groupe alors qu'aucun d'entre nous ne savait jouer. On regardait la vie défiler dans l'attente d'un truc qui n'arriverait peut-être jamais. Le 30 juin 97, c'est sur ces mêmes barreaux que j'ai dit à mes potes que je partais vivre en France. Je me souviens qu'ils étaient contents pour moi. Choper des albums, assister à de vrais concerts, c'était toujours mieux que de rester le cul posé sur ces foutus barreaux. Moi, je voulais pas partir. We are their cattle. We are being bred for slavery. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait toujours de 118 Télémli, suivi par Napalm Death avec Awake to a Life of Misery. C'est toujours formidable, Napalm Death. On rappelle que Napalm est toujours un des meilleurs groupes du monde et un des groupes les plus funky à voir en live, qui passe cette année à Rennes d'ailleurs, je crois, Napalm. On ira revoir ça.
De toute façon, ils tournent 300 jours par an, je pense, les gars. Pour notre plus grand plaisir de voir Shane Embury et Barney faire n'importe quoi. C'est merveilleux. Donc, intransigeant. Intransigeant, exactement, des vrais camarades. Hein. Donc, 118 Télémli, donc de Bilal Bégoura, qui est notre invité. Héloïse, tu voulais parler de jeunesse, car toi-même, tu es jeune. Tu fais baisser la moyenne d'âge de cette émission de bien 15 ans. Je suis à un mois à mes 30 ans, là, donc il faut que j'y aille. Il me reste un mois, tu vois. Non, oui, en fait, moi, je trouve très intéressant dans ton documentaire tout ce qui tourne autour de cette adolescence. Tu parles de ton adolescence. L'extrait qu'on a entendu au tout début de l'émission aussi, ça aborde un peu ça. Et ce que je te disais à antenne, c'est qu'à un moment donné dans le film, tu as un dialogue avec un de tes potes où tu dis, mais cette phase d'adolescence, quand est-ce qu'elle va finir? Et j'ai vraiment adoré cette scène parce que ça a résonné en moi, parce que c'est des questions que je me pose régulièrement en fait. Quand est-ce que je vais grandir? Ouais, c'est ça. Et puis je trouve que ça amène ce côté un peu universel du métal, où je pense que dans la communauté métal du monde entier, on est beaucoup à ressentir ça et avoir eu ce truc, justement, comme on disait, au collège, au lycée, de profs ou d'adultes qui disaient t'inquiète, ça va passer, c'est juste une phase, it's just a phase, et au final, toi, t'es là 15 ans après en mode alright! Et ouais, je sais pas comment tu le vis. Est-ce que tu vis ça toujours pareil, quelques années après avoir réalisé ton film? Est-ce que tu as toujours l'impression d'être un ado? Je pense que oui, hein, ça se voit. Je porte des shorts en plein hiver, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, c'est... En fait, la musique que tu écoutes toute ta vie, elle vient... Tu commences à l'écouter entre 13 et 18 ans. Et après, elle te suit toute ta vie. Il n'y a pas de... Sinon, c'est des touristes, hein. Ceux qui se déguisent en banane. T'as pas l'impression que c'est propre au métal? Je sais pas, parce que le punk et le hip-hop aussi, ça se suit un peu. Moi, par exemple, j'écoute plein de trucs, hein, et le métal, en plus, parce que c'est pas que, on est juste enfermé dans notre truc de black metal à écouter de Burzum et Darkthrone. Mais... Alors, si t'écoutais que Burzum, je me poserais quelques questions quand même. Le mec qui écoute Burzum communiste, ça existe, ça? Est-ce qu'il faut séparer le nazi de l'artiste? Alors, on va pas revenir. Débat, c'est une autre ouais, parce que la question de Burzum, ça revient régulièrement, qu'il est beaucoup trop tard le soir. Hein. Cette éternelle question, est-ce qu'on peut écouter Burzum en étant de gauche? Ouais, chaud. Mais le métal... Moi, m'a ouvert, j'aurais jamais écouté, je sais pas, on va dire Killing Joke, les Swans, ou sans le métal. C'est parce que les groupes que t'aimes bien, aussi, ils ont des influences. Napalm, parce qu'on les cite, eux, c'est les influences les plus... punk crust, cold wave, les gars. Via ça, tu commences toujours... Enfin, tu découvres de plus en plus de trucs, et en fait, c'est infini. Et c'est pour ça que je sais pas, c'est pas un tribut que je dois payer au métal, parce que j'ai devenu moins con, je pense, parce qu'au début c'est que du bruit, mais purée, il y a tellement de variétés dedans que tu t'arrêtes jamais de découvrir des nouveaux trucs. Bon, le problème c'est que maintenant tous ces groupes là, c'est des grands-pères, enfin leur Maiden et tout. C'est chaud, c'est quoi la relève? Nico McBrain prend sa retraite, hein, le batteur de Maiden. Oui, il a pris 70 ans, 72, normal. Il serait content en France parce qu'il travaille. Il pourra encore travailler plus. Mais non, je pense. Puis il faut garder ce côté-là, je pense, un peu éternel ado, parce que c'est à cette époque-là, par exemple, où j'ai toujours aimé les films, parce que c'est l'autre passion, je pense, depuis que je suis petit. Et l'adolescence, c'était déjà aller au vidéoclub, ruiner tous les trucs, parce qu'on appelait ça des films de karaté. Donc, en Algérie, il y avait beaucoup de films de karaté. Et les films d'horreur et tout, les Argento, tout ça, c'était... Donc je paye aussi un tribut à mon adolescence, parce que c'est là où ma passion s'est construite. A fleuri. Ouais, plutôt. Thibaut. Est-ce que, question un peu, c'est vraiment le fanboy qui est en toi, est-ce que tu as essayé de contacter, alors tu dis beaucoup, Corrosion of Conformity, c'était quand même mon truc, quoi. Quand Voice Blood est sorti, est-ce que tu as essayé de les contacter? Est-ce que tu as essayé par rapport à la sortie de ton film? Non. J'ai pas essayé de les contacter, mais avec Rachel, ma compagne depuis 18 ans, on est un peu con, donc du coup à chaque fois qu'on va en voyage quelque part, c'est soit en rapport avec les films ou la musique. Ça on le fait tous un petit peu. Donc j'ai pas contacté Corrosion, mais on est allé dans le bar de Pepper Keenan, donc le chanteur-guitariste de Corrosion of Conformity à la Nouvelle-Orléans, et dans cette soirée-là un peu folle, il y avait le bassiste qui est arrivé, donc je passe la soirée avec lui à boire des coups en Nouvelle-Orléans. C'était... Moi je fais pareil quand je vais à Brest, je vais avec sa drum avec sa drum 80, tu vois.
Non, mais t'as pas. Non, tu l'as pas. Non, j'ai pas pensé à ça déjà. Pour dire ouais les gars, cet album m'a changé ma vie. Ouais, voilà. Regardez, j'ai fait un film où je vous cite. Mais ça reste, par exemple, je chéris ce disque parce que c'est l'album, comme je dis dans le film, qui me lie à mon meilleur pote, mon vieux pote, qui est ici en France aussi depuis 2003. Il joue dans 40 groupes. Et tu vois cet aspect très intime à ce disque. Je me rappelle comme il m'avait filé la cassette, il me fait écoute ça. Je ne savais même pas ce que c'était comme style. C'est génial. En plus, il y a un morceau où il y a James Hetfield de Metallica qui pose 2-3 chœurs. Ouais. Et je sais pas, je pense que tout le monde doit avoir un album un peu comme ça. Un peu Madeleine. Ah, c'est l'album Madeleine, ouais. Ou plusieurs, ou des groupes. Mais c'est vrai que quand tu disais la musique métal, c'est vrai que. Bon, moi j'ai plus de 40 piges, mais moi quand j'étais ado, c'est Korn. Moi je suis fan absolu de Korn, mais même maintenant. Après Nirvana, c'était Korn. Le Downfall. Ah ouais. Nirvana, Korn, Rage Against the Machine. Ah ouais, Rage Against the Machine, c'était très très important pour moi. Mais toujours maintenant, j'écoute toujours un petit Korn de temps en temps, tu vois, une fois par mois. Je fais tu vois. Ah ouais, c'est dur. Ça fait toujours plaisir. Il y a un t-shirt de Korn dans le film. Ouais. On a nos licences anti-moi. Merde. Tu parles dans ton film, Bilal, justement de la bascule de la fin de la décennie noire, donc au début des années 2000, où les concerts sont autorisé justement pour canaliser un petit peu la folie de la jeunesse et le passage où les responsables de salles sont remplacés par des administrateurs, donc justement le côté ultra bureaucratique qui va rentrer justement en collision avec le monde de la musique et la volonté créatrice de la jeunesse du pays. Comment ça se passe et comment est-ce que tu vois ça, ce côté justement plus bureaucratique de l'encadrement de la culture? C'est l'arrivée de Bouteflika à la tête du pays. Il a 20 ans, il a niqué le machin. Enfin, toute sa politique, tout. C'est comment ça dire. Ouais, c'est pas très. En fait, il les empêchait pas parce que les salles appartiennent donc. Merde. Les salles appartiennent à l'État. Et comment dire, ils étaient un peu plus réticents que dans les années 90. Parce que, comme tu disais, dans les années 90, ils trouvaient ça plutôt cool d'avoir des gamins dans des salles plutôt que dans le maquis. Oui, c'est aussi un peu super jeu politique, bien joué les mecs, et en plus les gars un moyen de contrôler aussi du coup toute la jeunesse. Je peux comprendre ça aussi, parce que si t'as une horde de gamins qui rejoignent le maquis, t'as plus de gens à les combattre, quoi. Donc vaut mieux qu'ils leur filer des salles et les laisser jouer du Cannibal Corpse. Mais donc en fait c'est vraiment les 20 ans de Bouteflika là, c'était une horreur. Enfin, je pense pour tous les Algériens. Hein. Tout est devenu compliqué. Il commençait à y avoir en filigrane. C'est pas très algérien comme musique. Nous, on est dans la promotion des trucs traditionnels, un truc bien à nous et tout. Mais c'est du métal d'ici. Oui, de revenir arrêtez vos conneries. C'est des Algériens qui le font. Un truc a priori plus traditionnel, en tout cas plus dans l'image qu'ils voudraient donner à l'international, sur ce côté un peu ethnique, folklorique. C'est une musique qui vient d'ailleurs, c'est occidental. Oui, alors que quand on vivait la merde, c'était plus libre. C'est pour ça aussi qu'au tout début des années 2000 et fin 90 en France, il y a une arrivée massive justement de rails plus ou moins traditionnels avec les Khaled de compagnie, et que ça a pris plus de poids en France parce qu'il y avait aussi en France une volonté politique de la France Black Bomber de montrer un petit peu toute la diversité de notre pays, que nous aussi on accepte les anciennes colonies sans rancune, mais ça participe aussi du coup entre le dialogue France-Algérie, enfin dialogue, c'est compliqué, c'est un bien grand mot, mais oui, c'est... Moi, quand je suis arrivé ici, donc en 97, j'avais 17 ans. Et d'ailleurs, quand j'étais à la fac, donc en art du spectacle, comme tous les losers du monde, ils disaient « Ah ouais, non, mais t'écoutes du death metal, tu viens d'Algérie ?» Genre, je me disais « Mais qu'est-ce que vous connaissez de l'Algérie, en fait ?» On était les mêmes jeunes que vous. Donc, et je me disais « Mais vraiment, en France, il y a un problème, ou l'Algérie, il y a un problème avec la France et la France avec l'Algérie. » Alors qu'on a 132 ans de colonisation, ça laisse des traces. Je crois que c'est Kateb Yassine, un des plus grands dramaturges algériens, qui disait la langue française, c'est un butin de guerre, les gars. Ah ouais. Donc ouais, c'est cool. C'est pour ça que j'écris en français pas en arabe. Alors que nous, on est incapable de péter un mot d'arabe. À part ça. Si, ça la Sartek. Non, mais justement, pour continuer un petit peu sur les transitions de la fin de la décennie jusqu'aux nouvelles mouvances du métal, après 20 ans
Bouteflika. Et du coup, c'est une période qui est assez longue où le mouvement musical en lui-même en chie un peu, mais c'était aussi un peu dans, de toute façon, en Occident aussi, le métal a pris plusieurs formes, plusieurs variations, où finalement il a perdu un peu de l'influence qu'il avait pour aller justement vers d'autres musiques. Parce que les 90, outre la musique extrême metal, c'est aussi la techno qui vient à Burn, qui amène un autre genre de extrême finalement dans le monde. Le punk va plutôt vers les trucs plus hardcore, DIY, avec les Fugazi, avec Discord. Ça crée aussi une nouvelle scène metal hardcore avec lesquels sont liés, mais qui est beaucoup plus politisée, en tout cas dans la scène hardcore américaine. Et toute cette vague extrême qu'on avait à la fin des années 90, qui passait à la fois par la musique, par le cinéma, par une certaine littérature, par de la SF par exemple. Au début des années 2000, le paradigme change et finalement on va presque vers des formes musicales qui sont pas plus calmes, mais presque plus soft, en tout cas vers des choses plus mélodiques. Oui, complètement. En Algérie, ça a été le cas. D'ailleurs, beaucoup de musiciens qui faisaient du métal dans les années 90 ont commencé à jouer du Gnawi, comme Gnawa Diffusion et tout ça, parce que ça, c'était le truc qui marchait. Donc le mec, 10 ans avant, il jouait du Morbid Angel et il fait je vais faire du Gnawi, ça marche. Hein. J'ai vu ça une fois en concert, c'est pas mal Morbid Angel. J'ai compris Gnawa Diffusion. Ah ouais, non. Gnawa Diffusion, j'ai vu en live. Erwan. Juste un truc sur Morbid Angel, une histoire que j'aime beaucoup raconter. Alors moi, je suis pas tellement un métalleux. Enfin, j'ai écouté du métal quand j'étais plus jeune. Je suis après passé du côté du hip-hop. Donc voilà, j'ai trahi la cause. Mais par contre, il y a un truc qui moi me fait toujours rire moi-même, c'est qu'en fait, je me dis, si on doit écrire un jour ma nécrologie, en fait, le groupe que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est Morbid Angel. Je suis fan du Wu-Tang que j'ai vu 4 fois. Ah ouais. Que j'ai vu 4 fois. Voilà. Alors que j'ai aucun album de Morbid Angel chez moi. C'est les paradoxes de la. Voilà, t'es un puriste, tu veux juste les voir en live, mais pas avoir d'album chez toi. J'ai vu pas mal de concerts alors plutôt finalement dans les 10 dernières années. Mais moi, j'ai finalement vu pas mal de trucs de métal en fait. Alors mon arrivée à Rennes, moi je pense qu'on faisait tous les concerts de métal de merde qu'il y avait à Rennes pendant 3 ans. Non, moi j'ai plutôt été au Garmont-Bosia quoi. Ah oui. À Rennes, qui était un festoche, alors qui est plus un festoche de daron. C'est un tourneur. C'est un tourneur Garmont-Bosia. Mais c'est un festoche de daron, mais moi j'ai vu des très bons trucs quoi là-bas. Et du coup dans la scène métal algérienne, parce que là vous parliez, on voit beaucoup dans ton film. Bien entendu, il y a beaucoup de reprises. Je parlais tout à l'heure de Pantera 5 Minutes Alone. Mais est-ce qu'il existe une scène Alors, l'anglais est peut-être pas la langue la plus naturelle dans le métal, mais disons que les gros groupes... De toute façon, on comprend pas ce qu'ils chantent. Non, mais les gros groupes, même les Norvégiens, même dans le black metal, ça chante en anglais. Mais est-ce qu'il existe... Parce qu'en fait... Moi, des groupes métal algériens, voire maghrébins, en fait, j'en connais pas. Je pense qu'il en existe pléthore, mais j'en connais pas. Mais est-ce qu'il existe un métal comme le hip-hop qui en arabe, par exemple Oui. D'ailleurs, on voit un type qui s'appelle Redouane, on appelle lui un peu le godfather du métal en Algérie. Il est toujours actif. Il a eu plusieurs groupes, dont un qui tourne et tout ça, qui s'appelle Les Lahel. Mais dans les années 90, ils ont sorti le premier album officiel de métal algérien. Ce groupe s'appelait Litham. Ils ont sorti leur premier album, c'est en arabe. Ok. Est-ce que c'est un groupe qui avait du succès ou est-ce que vraiment on était sur, on va essayer de... On prend ce que... En termes commercial, comment ça se passe Ils ont vendu 800 cassettes. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Ouais, 800 cassettes. Oui, en termes commercial, même en termes d'accueil du public, comment ça se... Alors c'est très marrant parce que, vu qu'on n'avait pas les groupes qui venaient chez nous, donc tu voyais tes potes qui faisaient des reprises de groupes que tu aimais bien. Les tribus de bande. Ouais, c'était un peu ça. Hein. Et le public de l'époque, on disait... mais il joue vachement mal la reprise de Crystal Mountain de Death. Putain, mais tu fais, mais il n'y a pas Death, sois content déjà que le type le joue. Et en fait, il s'exerçait à jouer, pas d'internet, donc pas de tablature, que dalle, à l'oreille. À l'oreille, ouais. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont développé des skills et ils ont commencé à composer leur propre musique qui n'était plus des reprises. Sauf que le public, ils font putain, c'est éclaté, c'est un truc de merde là. Mais non, mec, soutien, il y a 4 groupes. Et pour beaucoup, en fait, ils étaient... Je me rappelle mes potes, en fait, pas dans la démonstration, ils voulaient montrer qu'ils pouvaient eux aussi jouer. Donc, tout se passait dans un truc très technique. Bizarrement, en fait, tu parlais de punk et de hardcore. On n'avait pas de groupe de punk et de hardcore. Et normalement, en fait, c'était ça qui devait fonctionner. Le punk, c'est quand même plus simple à jouer. Oui, déjà. En plus, l'énergie et tout ça avec son vivet, tu vas pas me jouer des trucs qui durent 12 minutes. C'est très étrange. J'ai eu un groupe de punk, mais à l'époque de Bouteflika, qui s'appelait Démocratia, je crois.
c'était des punk, hein. Les gars ils crachaient sur Bouteflika, on dirait, je me dis putain mais ça existe ce truc. Et c'était le seul groupe de punk qui arrivait bien plus tard que les années 90, ça arrivait au milieu des années 2000. Et moi je me suis toujours dit avec mon pote là, mais pourquoi on fait pas de hardcore et de punk, putain c'est la musique complètement pour le bled quoi. Non, c'était parti directement dans le truc technique. Il fallait qu'ils montrent qu'ils jouaient des reprises de Maiden, de Death, de Morbid Angel, de Carcass. Il fallait que ça soit technique. C'était quoi? C'était un manque de confiance, tu penses, de la jeunesse algérienne ou un excès de confiance? Ouais, non, je pense que c'est ça. On va montrer que nous, on sait faire, voilà. Quand mes potes sont arrivés en France, en fait, ils flippaient un peu par rapport au niveau et tout ça. Donc, ils bossaient pas 2 fois plus pour... Voilà, c'était pour mettre l'Algérie sur la carte du métal, en fait. Et ils sont très fiers maintenant, parce que nous, on était vraiment inconscients. Mais maintenant, ils veulent que, à toute petite échelle, tu vois, que on dise, ouais, l'Algérie, il y a une scène là-bas, totalement algérienne, qui ne font pas de reprises, qui font du métal totalement algérien. Donc, digérer les influences et incorporer des trucs plus personnels, quoi. Sans mettre du oud ou de la derbouka, tu vois. J'avais vu c'est du grindcore en derbouka. Non, mais j'avais vu un super groupe espagnol qui faisait genre du métal gitan parce qu'ils mettaient genre des petits arpèges de musique gitane et puis après ils faisaient... Moi je me souviens d'un Max Cavalera a bien réussi. C'est vrai, tu vois, du tribal metal, enfin du il y a 15 ans de ça, j'ai vu aux Vieilles Charrues un groupe de 2 joueurs de oud qui faisaient des reprises de métal. Incroyable. Au oud. Mais c'est comme en Amérique du Sud ou pas, ils ont une énorme scène métal aussi sur le continent. C'est quand même vachement développé. Il y a ça mêle avec des rythmes traditionnels entre guillemets et puis la musique extrême. Mais eux, je pense que c'est le continent, c'est des fous. Ils sont totalement tarés. Chaque fois que je vois un groupe d'Amérique du Sud, c'est des tarés, hein, les gars. Même quand tu vois les concerts, les milliers de personnes débiles en train de se sauter dessus. Ils sont fans quoi, de River Plate. Ils se tuent dans les stades, ils se tuent dans les concerts. C'est des tarés. Non, si, on en a pas parlé, mais en fait, du coup, le futur du film. Le futur du film et toi, ton futur. Moi, c'est fini. Hein. Toi, c'est un one-shot. C'est pas un one-shot, j'ai toujours voulu faire ça. Ou est-ce que tu as envie de développer ce que tu as mis de côté par rapport à ton histoire personnelle? Est-ce que tu as envie de le reprendre? Le côté peut-être... même si au début je posais la question, est-ce que c'est pas un peu restreint, mais est-ce que tu as peut-être envie de reprendre et puis vraiment d'élargir le côté didactique du métal algérien, ou est-ce que pour toi c'est l'histoire est finie? Moi je pense que c'est plutôt autre chose, parce que quand j'ai tourné en fait ma mère, c'est plutôt le parcours de... Parce que je me dis ça vient d'où le militantisme? Mes parents étaient militants depuis genre qu'ils avaient 18 ans. Ma mère était militante communiste à 15 ans et je me dis mais putain qu'est-ce que t'as fait toi à part écouter Napalm Death? Donc en fait j'ai ce rapport là, qu'est-ce que moi j'ai fait pour l'Algérie, tu vois, alors que eux je sais pas, c'est pas un combat, et en fait j'ai toujours eu ce problème et je me dis mais en fait l'histoire de ma mère elle est complètement dingue et peut-être aller vers là parce que, et laisser le métal de côté, ça c'était notre parenthèse, et toujours essayer de parler de l'Algérie pour faire connaître autre chose, tu vois, que putain, c'est des cons qui sortent des drapeaux un peu partout. D'ailleurs, c'est dingue cette histoire de drapeau. Putain. C'est comme le drapeau breton, il y en a partout, à chaque concert. C'est un problème avec la France. Hein. C'est un pote qui m'a dit ça. Tiens. Les Bretons et les Algériens ont un problème avec la France. Là où tu vois, il y a un drapeau breton et un drapeau algérien. Donc ouais, aller creuser plus vers ça. Moi, j'ai toujours voulu faire des films, mais j'en vis pas. Donc voilà, j'étais très content de pouvoir faire ça. J'espère pouvoir faire un autre un jour, mais bon, j'ai 45 ans. Je commence à... Force de l'âge. Ouais. Je serai jamais Pékinpa, tu vois. Sinon, il faut boire 2 bouteilles de vodka avant le tournage. Mais ouais, j'aimerais bien, mais on va voir. Parce que j'ai dû trouver un boulot alimentaire, parce que sinon... Ne faites pas de films, vous en vivez pas. Sauf si tu fais des films avec France du Bosque. Voilà, truc. Et le film, tu l'as présenté dans un festival en Algérie, non? Oui, aux rencontres cinématographiques de Béjaïa, il y a le cas de... C'était Samir Arjoum là, qui avait créé ce festival, je crois, Micro Ciné. Micro Ciné, oui. Oui, et donc il a été pris là-bas. Samir qui nous écoute. Hein. Bonjour Samir. Beaucoup. Et au Prix Med à Marseille, donc en décembre dernier. Et c'est tout, sinon j'ai essuyé que des refus. J'ai envoyé à l'USAS, tout ça. Non merci. Je fais, bon bah d'accord, le film est éclaté. Non, c'est pas un film éclaté, c'est un très beau film. Donc oui, effectivement, on espère qu'il sera disponible au maximum de gens, qu'il y aura une plateforme, une chaîne qui pourra le diffuser massivement, parce que le film le mérite. Prime time sur TF1. Voilà. Le film le mérite, et puis ça ouvre en fait
ça ouvre un horizon qui est finalement peu connu, parce que tu parles de l'Algérie, on le sait que l'Algérie cinématographiquement c'est pas ultra documenté. Les films algériens nous arrivent avec parcimonie. Donc là, ça nous permet d'une porte, ça parle de l'Algérie, ça parle d'une famille algérienne et ça parle de la musique algérienne, j'ai envie de te dire. Bon, je trouve que c'est une très belle porte d'entrée au pays, et je trouve qu'en fait la passerelle est hyper valable. Donc voilà, en tout cas, je souhaite le meilleur à ce film et pour toi aussi. Merci Bilal. Merci beaucoup Bilal. Merci pour votre invitation, je suis très content. Dans notre émission. Parce que je suis fan. En plus, l'auditeur. Prenez son film, c'est un bon garçon. Héloïse, merci beaucoup. Merci à Aaron à la mise en son de cette émission. Fleuret, on se dit plus rien, c'est plus la peine. On se retrouve la semaine prochaine, notamment pour dire du mal de Robert Eggers. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut. Ciao.